Bonjour, Monsieur Kémy Séba. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Vous êtes idéologue et militant pour la lutte d'autodétermination des peuples africains. Vous êtes suivi par des millions d'Africains de par le monde. Vous êtes par ailleurs le conseiller spécial du président du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Vous avez annoncé votre volonté de se présenter à la présidentielle de 2026 au Bénin. Pour commencer, qu'est-ce qui motive cet engagement? Alors déjà, je vous remercie pour votre invitation. Et il est important toujours de préciser le contexte d'où nous partons pour comprendre exactement là où nous nous situons et là où nous allons. Il se trouve que nous menons depuis 25 ans. 25 ans, c'est une longue durée. Ce combat pour l'autodétermination de nos populations, pour la protection de nos populations, pour la justice sociale, contre la globalisation néolibérale, contre la déstabilisation de nos États, contre la négrophobie systémique. Nous avons, je pense, en 25 ans, contribué à faire beaucoup bouger les lignes à un niveau métapolitique, à tel point que certains États nous considèrent comme responsables de la montée de sentiments qu'ils taxent de manière impropre, à mon sens, d'anti-français. Ce n'est pas ma démarche, mais en tout cas, nous travaillons contre le néocolonialisme sous toutes ses formes. Et certains nous rendent responsables de la baisse d'influence de ce néocolonialisme-là. Et nous ne sommes qu'au début parce que nous comptons aller le plus loin possible dans ce cadre-là. Il se trouve qu'il arrive un moment lorsque vous êtes dans la société civile où quels que soient les exploits, quelles que soient les actions menées, quel que soit le travail politique de fond effectué, vous arrivez à un plafond de verre parce qu'il y a un moment où vous devez, dans le cadre de vos activités, passer la main de la société civile aux institutionnels. Et si les institutionnels ne font pas le travail qui est le leur, pour justement prendre le relais du travail que vous avez réussi à effectuer au sein de la société civile avec votre organisation, il arrive un moment où un sujet qui a été activé, exposé et secoué sur la place publique ne peut pas connaître sa véritable transformation parce que les forces institutionnelles demeurent, in fine, quoi qu'on en dise, des entités qui décident de comment tel ou tel sujet politique ou sociétaux doivent être traités et changés ou pas. Je prends un exemple très simple, c'est la question du franc CFA, même si c'est une question parmi tant d'autres, mais tout le monde sait que c'est un de nos combats de fond. On a bougé de manière historique au XXIe siècle à travers une mobilisation transnationale, simultanée dans plusieurs pays que l'ONG Urgence panafricaniste a effectuée en fondant, en initiant le front anticolonialiste français en Afrique, le front anti-CFA. Et on a réussi à remettre au goût du jour une question qui auparavant était incarcérée entre les mains d'une petite poche de l'intelligentsia africaine et qui avait parfois une attitude très pédante vis-à-vis de la masse. On a rendu, dans cette dimension gramscienne, intelligible la question de la souveraineté monétaire pour des millions de gens. Nous nous sommes battus pour cela et les présidents devaient prendre le relais. Ils ne l'ont pas pris. Et des exemples comme la question du franc CFA, sur laquelle nous militons, ce sont des exemples, il y a des exemples multiples sur les questions de justice sociale, sur les questions d'écart de richesse spectaculaires dans nos pays, où on dit parfois que nos pays connaissent une croissance, on reviendra peut-être sur ces questions par la suite, mais c'est une croissance artificielle qui ne profite en réalité qu'à une minorité. On nous fait croire, par exemple, dans mon pays, le Bénin, et c'est le même exemple qui est effectué en Côte d'Ivoire, et ça, c'est l'agrégé en économie, l'un de nos conseillers sur les questions économiques, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, qui le précise et qui le montre très bien. Il y a eu, soi-disant, des données qui ont été rendues publiques présentant une croissance économique exponentielle de mon pays, par exemple le Bénin. Sauf que ceux qui étudient, et c'est ce que nous rappelle le professeur Mamadou Koulibaly, la situation, savent que ce PIB n'est pas en adéquation avec aujourd'hui véritablement la richesse, au sens individuel du terme, de nos citoyens, de nos populations. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que l'on appelle une manipulation statistique par le biais de ce que l'on appelle le rebasage. Qu'est-ce que le rebasage? C'est incorporer des données liées à des métiers dits informels qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, d'accord? Rajouter cela
pour gonfler quelque part le taux de croissance du produit intérieur brut, pour attirer les investissements, d'accord, des institutions internationales et bien évidemment surtout aussi des entreprises et des États occidentaux, de telle sorte qu'on ait l'impression que tel pays ou tel pays est un bon élève en réalité sur le terrain économique. Normalement, dans des pays comme ceux-ci, s'il y a une augmentation du PIB aussi spectaculaire, chaque individu, chaque citoyen, ou en tout cas la population dans son ensemble, devrait avoir une amélioration de ses conditions de vie extrêmes. Or, il y a un appauvrissement spectaculaire d'une majorité de la population. On parle de plus de 60% de la population qui n'a pas accès à l'électricité dans le pays. On nous met en avant le fait qu'il y a une construction massive de routes, d'infrastructures, mais si ces infrastructures ne servent pas à créer de la richesse réellement pour la population, de quoi s'agit-il? Si ces infrastructures ne servent pas à ce que la population puisse se nourrir, et puisse se détacher justement de ce problème de pauvreté et de faim qui est globalisé dans nos pays. À quoi cela sert-il? Le Bénin réel, mon pays, ce n'est pas le Sofitel. Contrairement à la propagande que nos dirigeants essayent de faire croire en invitant quelques influenceurs où on va faire la promotion, la publicité dans les grands hôtels de notre pays, mais la majorité de la population crève, vit dans des situations extrêmement difficiles. Et je ne peux pas être dans une démarche de lutter contre le néocolonialisme, contre l'injustice sociale, sans me préoccuper de fond en comble de ces réalités. C'est la situation qui nous a poussés, de manière générale, à rentrer sur ce processus institutionnel. De l'Afrique à l'Europe, aux Antilles, aux Amériques, vous êtes présent dans la scène et connu dans la scène politique depuis plus de 20 ans. Est-ce que cette volonté de se présenter à la présidentielle était un projet de longue date ou bien une nécessité de l'ère? Je pense que c'est venu graduellement. Et comme je le disais dans mon propos introductif, le fait que je sente que les efforts que nous effectuons à l'échelle de la société civile n'étaient pas suffisamment pris en considération par les puissances décisionnaires, nous a poussé à nous dire que si on attend que ceux qui doivent faire en haut le fassent, on risque d'attendre longtemps. Et l'adage de notre ONG, Urgence panafricaniste, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Eh bien, c'est dans cette réalité-là, dans cette logique de transformation, osons inventer l'avenir, comme le disait le président Thomas Sankara, il est important que nous nous préoccupions de comment rendre nos décisions et nos actions encore plus efficientes à un niveau supérieur. Vous avez déclaré votre candidature. En cas de blocus, comment compteriez-vous vous y prendre? Et ceux qui nous connaissent stratégiquement savent que nous sommes très loin d'être naïfs et que cette annonce est un processus là aussi d'ingénierie sociale pour propager une idée, pour propager un message. Nous sommes des guerriers idéologiques. Nous sommes de l'école gramscienne sur cet aspect-là en tout cas. Et notre objectif est d'imposer dans le débat politique béninois un autre point de vue que le point de vue tyrannique qui est aujourd'hui opéré au sein de notre pays. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la dimension, dans l'école du président Patrice Talon, l'école politique du président Patrice Talon, vous êtes soit en prison, soit en exil. Aucune autre voix dissonante aujourd'hui n'est tolérée. C'est important qu'on le dise. La plupart des opposants sont persécutés, pour ne pas dire la quasi-totalité des opposants réels le sont. Nous avons déclaré qu'il y a plusieurs options. La première, même si nous sommes très loin d'être naïfs, et nous savons que pertinemment il y a bon nombre de nos partisans au sein de la section jeunesse du Parti démocrate du président Yahi Boni, d'accord, l'ancien président Yahi Boni. Nous savons que nous avons beaucoup de partisans en son sein, mais nous savons aussi qu'à l'intérieur du bureau national du parti, il y a énormément de gens qui sont des tenants de la France-Afrique. C'est connu de tous, et ça nous a d'ailleurs été reproché lorsqu'on a tendu la main à ce parti. Mais si on ne le faisait pas, certains auraient dit qu'on n'aurait pas émis cette possibilité d'aller dans ce cadre électoral, quel que soit ce que nous en pensions intérieurement. Donc il fallait pour la forme, en tout cas, que nous le fassions. Et après, nous laissons témoin la population par rapport à la démarche qui est la nôtre. La deuxième option, c'est créer une coalition beaucoup plus élargie, des forces d'opposition réelles, d'accord, qui sont exclues du jeu politique, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où le président Patrice Talon a créé, et son système, son oligarchie, a créé un code électoral qui sélectionne les opposants qui peuvent concourir au jeu politique. En gros, c'est comme si vous avez un adversaire qui sélectionne ceux avec qui il veut combattre, et les plus dangereux de ses adversaires, il ne leur permet même pas de monter sur le ring de boxe. On est dans un jeu truqué, de A à Z.
il y a les partis qui sont validés par le président Patrice Talon, qui sont ses partis, d'accord, puisqu'il exige maintenant que vous soyez porté par un parti pour aller aux élections, alors que lui n'a pas eu cette règle qui lui a été imposée quand il est allé au processus électoral présidentiel en 2016, c'est important qu'on le dise, tout comme le président auparavant, Yahya Boni, et les autres, on ne leur a pas imposé cette réalité-là, mais lui, il impose parce qu'il verrouille le jeu. Il ne veut pas, à cause des investissements et de contrats juteux financiers qu'il a et qu'il est en train de passer aujourd'hui et qu'il a passé, il ne veut pas que le butin lui échappe. Et tôt ou tard, il faudra peut-être être dans une logique de pouvoir étudier et analyser comment il a pu établir sa fortune, parce qu'on ne peut pas parler dans un pays pauvre d'une pauvreté extrême de la population sans analyser comment l'un des membres de la population a pu se faire sa fortune par décret, parce que c'est par décret qu'il est devenu milliardaire, et comment il a pu faire développer son économie en prospérant dans un pays qui est complètement appauvri. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait être capable d'étudier tôt ou tard. Et donc, il y a cette option d'élargir la sphère de la coalition pour demander un jeu électoral inclusif, pour dire que les règles qui consistent à ce que si vous n'êtes pas porté par un des partis validés par le président, vous ne pouvez pas concourir, c'est quelque chose de caduque. Que si vous n'avez pas 28 députés qui vous donnent leur parrainage, vous ne pouvez pas vous présenter, c'est quelque chose de caduque. Sachant que les seuls qui ont minimum 28 députés, ce sont les partis du président et le parti d'opposition au sein de la classe politique béninoise, le seul parti d'opposition accepté par le président Patrice Talon, qui est le parti de l'ancien président Yahya Boni. Tous les autres partis politiques ne sont pas reconnus sur ce processus-là et on ne leur donnera pas la possibilité de se présenter. On doit changer ces règles. Parce que si on ne le fait pas, ce que je crains, ce que j'entends, pas ce que je souhaite, mais ce que je vois, c'est qu'il risque d'y avoir une contestation populaire citoyenne, non violente, mais qui risque de se déployer par vagues incessantes dans les temps à venir. Et je le sens de plus en plus fort, ce processus-là arriver. Et je pense que la raison voudrait que la classe politique, dans toutes ses composantes, dans tous ses antagonismes, puisse s'asseoir, échanger, discuter et voir comment on peut réformer le jeu politique. Je suis un gardien silencieux d'un processus souverainiste. J'ai un problème avec l'incapacité de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un. J'ai un problème avec l'injustice sociale généralisée. Ça, c'est deux. Et j'ai un problème avec le manque ou le kidnapping de la souveraineté. Ça, c'est trois. On est dans un pays aujourd'hui qui a bradé sa souveraineté, qui l'a livrée aux intérêts français. Le président qui a le plus consolidé les liens dans le cadre de la France-Afrique depuis la période des prétendus indépendants, c'est le président Patrice Talon. Je pense que c'est quelque chose qui pose problème au niveau national comme au niveau sous-régional. Et ma responsabilité en tant que panafricaniste qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté, c'est de lutter contre ce qui empêche que la souveraineté puisse être véritablement établie.